Séisme dans le monde du sport après les révélations explosives de la patineuse Sarah Abitbol, violée par son entraîneur à l'âge de 15 ans. C'est tout le milieu du sport français qui est sous le choc. Alors est-ce vraiment la fin de l'omerta sur les violences sexuelles? Pour y répondre, notre invité ce soir, Philippe Lyotard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'université Lyon 1, membre du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Avant de revenir avec vous sur cette onde de choc, un mot sur la contre-attaque de Didier Gaillaguet, le président de la Fédération française des sports de glace. Il est accusé d'avoir couvert les agissements de l'entraîneur de Sarah Abitbol. Il a réitéré il y a quelques heures lors de sa conférence de presse, il l'a répété, il ne veut pas démissionner. Je suis un homme imparfait, mais je suis un homme clean. Vous êtes étonné par cette ligne de défense? Pas du tout. C'est typiquement la défense qu'on pouvait attendre. Il avait déjà donné quelques éléments lundi en sortant du cabinet de la ministre. Non, c'est tout à fait, ça ne me surprend pas du tout. Et d'ailleurs, sa position est totalement éclairante sur ce qui s'est passé pendant des années sous sa présidence. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça fait des années que des choses se savent en matière d'agression, de violence, d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance des entraîneurs sur de jeunes athlètes. Et là, à aucun moment, il en a pris la responsabilité. Et par ailleurs, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est du déni. C'est-à-dire que malgré toutes les informations dont il a eu connaissance, il continue à dire qu'il n'était pas au courant. Ce que j'ai quand même du mal à croire, je suis prêt à croire tout le monde sur parole, mais j'ai du mal à croire qu'un président ne soit pas au courant qu'un de ses principaux partenaires, qui a été suspendu par le ministère des Sports en 2001 pour des raisons d'agression sexuelle, ça m'étonne qu'il soit au courant. Enfin, qu'il soit pas au courant, c'est impossible pour moi. La ministre des Sports lui a demandé de démissionner. Oui. Il refuse. Elle ne peut pas le lui imposer. C'est du droit privé, c'est une association. Il est élu démocratiquement par les membres de l'association. Donc là, effectivement, et d'ailleurs ça poserait des problèmes, je pense même. Est-ce que la ministre a la possibilité d'intervenir sur les présidents d'associations comme ça? Il y a effectivement un cloisonnement des pouvoirs. Et là, ça pose une véritable question. C'est quelles sont les possibilités pour les différents pouvoirs d'intervenir sur ces questions? La ministre intervient, elle doit le faire, elle le fait, très bien. Maintenant, chaque fédération est libre et autonome. C'est à elle de se regarder dans une glace et de regarder ce qui se passe chez elle et de faire le ménage si elle a besoin de le faire. Voilà. Justement, ce matin encore, une nouvelle plainte déposée. Alors là, ça concerne le président du club de foot d'Angers. Foot, tennis, patinage, aucun sport n'est épargné? Non, alors aucun sport n'est épargné, ça on le sait depuis longtemps, que tous les sports sont... Alors, quand on le sait, c'est qui on? Le on, c'est les personnes qui ont travaillé sur ces questions. On est peu nombreux en France, mais on est quelques-uns à avoir travaillé. Il n'y a pas de discipline plus à risque que d'autres? Alors, à un moment, on s'était dit, est-ce que les sports individuels produisent plus de vulnérabilité? Mais en fait, on a les mêmes histoires dans le football, dans le handball, etc. Donc, on a des histoires dans les sports collectifs, dans les sports individuels. Et en fait, ça pose la question plutôt de la structuration spécifique du sport, plutôt qu'un sport spécifique. Quelle est la particularité justement de ce milieu? Il y a des sportifs qui appellent à briser le silence ce matin dans une tribune publiée dans le Parisien. Un collectif, une cinquantaine de sportifs de haut niveau se disent révoltés, mais parlent d'un système où l'on prend l'habitude de se taire. Vous dites que le sport porte intrinsèquement les valeurs de soumission. Alors, c'est vrai que le sport, c'est un espace d'abord concurrentiel. Et donc, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui s'engagent dans la pratique sont dans un système de concurrence. Et ce système de concurrence, il engage le corps. Donc, il y a déjà les deux éléments qui font qu'il y a une nécessité de se soumettre, d'une part, à cette logique, sinon on en sort. On arrête de s'entraîner pour gagner des secondes ou quelques kilos en haltérophilie, par exemple. Mais si on rentre dans cette logique, on remet son corps entre les mains de quelqu'un qui va nous transformer dans le sens du désir qui est le nôtre. Dans le sens du progrès, dans le sens de la réussite, de la performance. Et donc déjà, il y a quelque chose qui consiste à se soumettre à cette autorité technique, sportive. Et c'est là qu'un glissement est toujours possible. Et vous parlez de triple domination, un milieu où finalement... Oui. Alors, dans les affaires qui nous concernent là, dont on parle, il y a une triple domination. C'est-à-dire que c'est la domination, globalement, des hommes sur les femmes, qui vont être plus nombreux à agresser des femmes sexuellement, même si les révélations qui sont sorties dans Disclose au mois de décembre font apparaître un grand nombre de cas de jeunes garçons. Le collectif de journalistes qui enquête. Oui, Disclose qui a fait une grosse enquête avec plusieurs médias. Il y a Mediapart, France Télévisions, Rue 89, qui ont sorti plusieurs enquêtes conjointes. Et ça a permis de faire apparaître que ça concerne tout le monde, en fait. Toutes les personnes sont concernées
tous les sports sont concernés. De triple domination, Oui. c'est évidemment, vous parliez des hommes sur les femmes, notamment à des postes clés dans les postes de haut niveau. On a quand même effectivement plus d'hommes, mais il y a aussi la domination de l'élève et l'entraîneur, avec un lien très particulier quand même, quasiment exclusif. C'est pas anodin. Alors c'est vrai que dans les relations dont je parlais tout à l'heure, on remet son corps finalement entre les mains de quelqu'un qui va nous transformer vers le sens du désir partagé. Il y a un engagement affectif également. Et cet engagement affectif fait que, on le voit dans les témoignages, pendant longtemps, il y a une forme d'incompréhension. C'est-à-dire que les jeunes femmes dont on parle là, qui se font violer ou qui ont été violées ou agressées ou harcelées, d'abord elles ne comprennent pas, elles se demandent, elles s'interrogent sur elles-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Et puis après, il y a quelque chose qui est parfois est complexe, c'est la possibilité d'en parler ensuite. Parce que justement, ça peut produire une forme de contradiction entre le désir que j'ai de rester fidèle à cette personne et puis quand même la volonté de m'en protéger. D'où aussi le rôle des parents qui parfois, même inconsciemment, sont dans l'aveuglement. Alors sur les parents, c'est très compliqué parce qu'effectivement, les parents d'enfants sportifs engagés dans la performance poussent l'enfant à réussir à tout prix. Disons que voilà, on peut se demander si le désir de l'enfant est bien celui de l'enfant ou si c'est pas le désir des parents qui est intériorisé par l'enfant. Et là, effectivement, il y a des parents qui parfois, je l'ai entendu, disent faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir ce qu'on veut, oui, effectivement, mais si je veux une médaille au détriment de la santé physique ou psychologique de mon enfant, ça pose un problème de valeur. À chaque fois, on entend plus jamais ça. Et finalement, on a l'impression que pas grand-chose ne change. Je pense à MeToo, bien sûr, il y a 2 ans. En 2005, la joueuse de tennis Isabelle Demongeot qui révèle qu'elle a été violée par son entraîneur. Et puis plus rien. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, peut-être que les lignes vont vraiment bouger? Alors, là, il se passe quand même quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une double lame. Là. Il y a eu la première lame Disclose en décembre. Disclose, Mediapart, Rue 89, etc. Et puis là, il y a une seconde lame avec l'équipe et l'Obs. Et le témoignage de Sarah Abitbol. Donc ça rend très difficile maintenant le fait de dire qu'il ne se passe rien. De nier. Par ailleurs, oui, le ministère va organiser une convention en fin février. Il y a des choses qui existent. Au niveau du ministère, il y a des choses qui ont été faites en 2008. 2008, c'est il y a 12 ans. Ça a fonctionné en 2008-2009, et puis ça s'est un petit peu... on n'en parle plus. C'est ça, en 20 ans, il n'y a pas non plus des grands plans qui ont vraiment fait bouger les lignes. Et donc on peut se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et comment surtout, moi c'est ça qui m'importe, comment les fédérations, le monde des sports, va lui-même s'approprier la question, sans attendre que le ministère donne en travaillant sur soi. Par exemple, toutes les fédérations, là aujourd'hui, ont toutes signé, en 2008, une charte contre les violences sexuelles et sexistes. Mais les chartes, est-ce que ça suffit? La preuve que non. Voilà, c'est pour ça qu'on se pose la question. Les sportifs du collectif, la cinquantaine de sportifs qui a signé la tribune dans le Parisien, demandent la mise en place, entre autres, d'une cellule d'écoute indépendante dans les fédérations, de mieux encadrer peut-être les embauches avec une consultation systématique des casiers judiciaires. Ce sont des pistes efficaces. La cellule d'écoute, c'est intéressant parce que, par exemple, c'est ce qui se fait dans les universités. Dans les universités, aujourd'hui, toute université va devoir avoir une ligne d'écoute sur le harcèlement, les violences sexuelles et sexistes. Et chaque université doit s'organiser pour que ce soit mis en place. Ça, c'est une contrainte. Ça marche. Dans mon université, elle fonctionne. On obtient des signalements et puis qu'après, on va traiter, on écoute les gens, on les accompagne. Donc, ce dispositif, pourquoi pas? Et avant les signalements, pour prendre le mal à la racine, est-ce qu'il ne faut pas aussi davantage former les encadrants? Alors ça, c'est la grosse carence, je dirais, en matière de formation, y compris à l'université, dans les facultés des sports, par exemple. Les étudiants ne sont pas du tout formés à ces questions de violences sexistes, sexuelles, harcèlement, ou alors de façon très ponctuelle. Eh bien, encore du chemin à parcourir. Merci. Exactement. Merci Philippe Liotard d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'Université Lyon 1 et membre du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur Donald Trump et son show qui continue. Hier, le président américain a prononcé son discours sur l'état de l'Union, aux airs de meeting électoral, offensif, théâtral. Il a voulu donner une image d'un président souverain. C'est dans l'air est intitulé ce soir Trump, la rage de Nancy et la surprise de l'Iowa. Bonne émission à vous et je vous dis à demain.